Rebonjour, bienvenue à Building Beyond, que vous soyez ici chez Léonard ou en ligne à distance. Je le disais à l'instant, la dernière session de cette matinée, qu'on a intitulée « Quand les matériaux tissent du lien », va être portée par la Fondation Vinci pour la Cité. Je vais laisser dans un instant la parole à Ophélia et à ses intervenantes pour vous présenter des projets d'associations qui s'emparent de cette question de la redécouverte ou de la reconstruction de filières et des enjeux humains et sociaux qu'ils portent. Voilà, bonne session, merci. Merci beaucoup Lucas. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce pitch de solution, cette présentation de solution intitulée « Quand les matériaux tissent le lien ». Donc moi je suis Ophélia Delsol, je suis responsable Île-de-France et Normandie à la Fondation Vinci. La Fondation Vinci pour la Cité, c'est une structure qui est engagée depuis plus de 20 ans sur le soutien de projets associatifs d'insertion sociale et professionnelle. Et donc, à l'occasion de cette deuxième journée du festival Building Beyond, sous la thématique justement du remplacement, on a voulu vous proposer d'explorer une idée forte selon laquelle les matériaux ne sont pas uniquement des ressources, mais qui peuvent être aussi vecteurs de lien social, de dignité et d'émancipation pour les communautés. Et donc, c'est à travers la présentation de 3 solutions concrètes que nous souhaitons faire le lien entre les défis climatiques et les défis sociaux qui nous concernent tous, et notamment celui de la réutilisation des matériaux, de la relocalisation des savoir-faire et de la transition vers des pratiques plus durables et inclusives. Et donc c'est pourquoi on a choisi d'inviter 3 intervenantes de qualité aujourd'hui. On est avec Lise Besnas-Daucher, qui est déléguée à la RSE et responsable du fonds SEA pour la transition des territoires, et qui nous présentera le dernier appel à projet de ce fonds pour la relocalisation de la filière de production du chanvre. Nous sommes également avec Gabrielle Légeret, qui est directrice générale et fondatrice de l'association De l'or dans les mains, et qui souhaite justement mieux valoriser les métiers manuels et artisanaux. Et enfin, nous sommes également avec Laure Delcroix, qui est chef du projet Atelier Chantier d'insertion Terre de Femmes, qui est porté par la Fondation Armée du Salut et le Palais de la Femme, et qui nous expliquera aussi comment les matériaux peuvent devenir des outils d'insertion et de reconstruction. Donc ces projets nous montrent que derrière chaque matière, il y a des histoires humaines, des trajectoires de résilience et des dynamiques collectives qui peuvent donner corps à une idée qui serait de faire société autrement. Donc je laisse Lise commencer par nous présenter le fonds SEA et son dernier appel à projet. Et j'ai pas pris la petite tirette pour changer les slides. Parfait. Bonjour à tous. Donc, Lise Besnas-Daucher, je travaille pour l'ISEA. Aujourd'hui, je représente le fonds SEA pour la transition des territoires, qui est un fonds de dotation doté par l'ISEA et MESEA, qui sont les sociétés concessionnaires et mainteneuses de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Donc, c'est un fonds qui est très ancré dans son territoire, qui intervient pour soutenir la transition écologique et solidaire des départements donc traversés par cette ligne, à travers 3 grands axes d'intervention que sont la préservation de la biodiversité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'insertion par l'activité économique. Et on a décidé de travailler ces 3 axes d'intervention en construisant des appels à projets qui visent 2 secteurs d'activité où il y a de grands enjeux de transition, qui sont l'agriculture et la construction. C'est un fonds qui est doté d'un budget de 3,5 millions de 2021-2026. Et que nous menons, que nous animons en lien avec des acteurs des territoires qui permettent de nous apporter leur expertise et leur connaissance des politiques publiques existantes, des dispositifs d'accompagnement, pour toujours construire des actions qui répondent à des besoins des territoires et des acteurs en place, et qui nous permettent d'être en lien avec les enjeux de ces acteurs. Donc l'agriculture et le bâtiment, on a travaillé ces thématiques depuis 2021 à travers plusieurs appels à projets, 2 éditions pour soutenir l'agriculture locale et durable, un appel à projet pour soutenir les structures de l'insertion qui œuvrent dans le champ de l'économie circulaire et de réemploi des matériaux du bâtiment, d'autres actions plus globalement destinées à faire évoluer les pratiques de construction durable. Et donc, naturellement, en 2025, la thématique des matériaux, et notamment des matériaux biosourcés, ça fait le lien avec pas mal de choses qui ont été dites dans les 2 sessions précédentes.
cette thématique, elle a émergé et avec les comités techniques dont je vous parlais à l'instant, on a souhaité orienter cette nouvelle action vers la structuration des filières locales autour du chanvre. Quelqu'un disait tout à l'heure que la zone de Chalandis, c'est à peu près 150 km pour l'approvisionnement en matériaux biosourcés pour les chantiers de construction. C'est à peu près l'échelle géographique que l'on vise à travers cet appel à projet. Ah oui, en effet, si j'appuie pas... Voilà. Alors évidemment, la ressource du chanvre qui a de multiples potentiels, elle nous a paru évidente. Elle fait le lien, la passerelle entre les deux secteurs d'intervention, d'activité que l'on vise, donc l'agriculture et le bâtiment. Cette culture, cette ressource, elle est 100% valorisable. Donc, quand on a une approche ressource, c'est quand même intéressant de se dire que tout peut être utilisé et optimisé. Alors, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qu'il y a au niveau de la tige, là, qui peut être utile en fibre et en chaîne-vote pour les usages bâtimentaires. Mais je vous ai un peu illustré l'ensemble des débouchés. Et puis par ailleurs, ce qu'il y a plutôt sur la gauche de la diapo, c'est tous les enjeux que cette culture peut représenter dans l'évolution et dans la transition agroécologique. Ce chanvre, il existait, il était bien répandu il y a plusieurs décennies et il a un peu disparu de nos champs et des secteurs d'activité représentés ici. Il revient, il offre des opportunités de diversification pour les exploitations agricoles, il répond à de forts enjeux de qualité des sols et de qualité de l'eau. Et donc, ça nous a paru vraiment intéressant de travailler une action qui vise, à l'échelle des territoires, à structurer les filières. Et donc, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on souhaite soutenir à travers cet appel à projet qui vient d'être lancé, je ne vous l'ai pas dit, il est doté d'un budget de 500 000 € là, pour les 2 prochaines années. Eh bien, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en lien l'ensemble des acteurs de tous ces secteurs d'activité. N'essayez pas de trouver une logique à ce que j'ai voulu imager sur cette carte. Dans ma tête, ça rendait beaucoup mieux, mais là, l'idée était de dire on veut créer du lien, on veut que tous les acteurs se mettent en lien pour qu'une filière se structure et qu'elle soit en mesure de répondre à une demande locale pour faire évoluer les enjeux autour du bâtiment. Mais pour qu'il y ait ce modèle vertueux qui se mette en place, il est nécessaire que l'ensemble des marchés, donc aussi l'alimentation, aussi pourquoi pas la pharmaceutique ou autre, en fonction du contexte spécifique d'un territoire et des enjeux locaux, l'ensemble des acteurs construisent ensemble un modèle durable et une offre cohérente avec les besoins des différentes structures. Ce qu'on va chercher à soutenir, ce sera mon dernier point, ce qu'on va chercher à soutenir à travers cet appel à projet, ça va être des actions qui en sont à différents niveaux de maturité, à différents stades de développement, parce qu'il nous paraît pertinent de pouvoir intervenir auprès des acteurs pour les aider à structurer un collectif, à structurer une démarche collective. Ce n'est pas forcément inné pour des acteurs qui ne sont pas en lien initialement, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, de construire quelque chose en commun. Donc c'est nécessaire d'être accompagné pour faire les bons choix dans la structuration d'un collectif. Le changement d'échelle, ça a été abordé plus tôt dans la matinée, nécessite forcément des investissements lourds et donc potentiellement, selon les stades de maturité des projets, on pourra aussi se positionner sur de l'aide à l'investissement pour le changement d'échelle. Et après, il y a aussi tous les projets qui peuvent avoir un impact plus large qu'un territoire ciblé sur des actions plutôt orientées recherche et développement, innovation. Quelqu'un citait tout à l'heure la paille hachée, l'insufflation de paille hachée en ossature bois, par exemple. Bon, là, on est sur le chanvre, mais l'idée, c'est d'aller soutenir des projets de R&D ou d'innovation qui vont pouvoir ensuite être déployés sur d'autres territoires pour venir nourrir ces filières. Voilà un petit peu les différents types d'actions que l'on peut être amené à soutenir dans les projets que l'on va sélectionner. L'animation sur le territoire et la préparation des marchés, j'en ai parlé. C'est l'idée de mettre en lien tous ces acteurs pour que les solutions émergent. Super, merci beaucoup Lise pour cette présentation. On va passer la parole à Gabrielle maintenant qui va nous présenter l'association qu'elle a fondée qui s'appelle De l'or dans les mains et que nous soutenons à la Fondation Vinci depuis plusieurs années maintenant.
Bonjour à tous. Donc, De l'or dans les mains, c'est une association d'intérêt général dont la mission est de réintégrer la pratique manuelle au collège. Parce que, en fait, aujourd'hui, la nouvelle génération n'a plus aucune opportunité pour être confrontée à la matière et au plaisir de faire avec leurs mains. Certains d'entre vous ont peut-être connu ce qu'était l'enseignement manuel et technique. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun temps sur le programme scolaire qui permet vraiment aux jeunes de faire. Et sans cette possibilité de faire, c'est difficile de les sensibiliser à c'est quoi un matériau et c'est quoi l'impact écologique et social de la fabrication d'un objet. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a toute une génération qui consomme de façon pas très vertueuse, si je pèse mes mots, avec des conséquences assez drastiques aujourd'hui sur la planète. Nous, notre constat, il est triple chez De l'or dans les mains. C'est de dire que donc aujourd'hui, il n'y a plus aucun temps pour permettre aux jeunes de se confronter à la matière. Donc en fait, ils ne vont pas choisir ces filières. Il va y avoir par conséquent des grosses problématiques de motricité fine aujourd'hui, et c'est aussi très nourri par la surexposition des écrans. Mais nous, on intervient en classe de 5e et on a des élèves qui ont du mal à faire de la découpe, à découpe et qui manquent de dextérité dans leurs mains. Donc on a vraiment une problématique de santé. Et puis on a des territoires qui sont très fragilisés parce que leurs entreprises de savoir-faire, les lieux de production, ont des difficultés à recruter parce que ces jeunes ne connaissent pas ces métiers et donc ne les choisissent pas. La mission de De l'or dans les mains, elle est à la fois de sensibiliser les jeunes à ces métiers, mais aussi de réarticuler la théorie et la pratique en intervenant en milieu scolaire, c'est-à-dire que tous nos ateliers dont je vais vous parler sont toujours en lien avec une notion du programme scolaire pour permettre aux jeunes de faire le lien entre la tête et les mains. Et enfin, d'avoir une sensibilisation des jeunes au circuit court, au coût de fabrication d'un objet, au coût des ressources locales ou non, pour vraiment qu'ils aient une conscience de comment sont fabriquées les choses. On dit souvent, oui, mais la nouvelle génération, elle est sensibilisée aux enjeux écologiques, ils trouveront des solutions aux enjeux qu'on traverse. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il faut les accompagner, ces jeunes, pour qu'ils prennent conscience des coûts cachés et des coûts réels de notre façon de consommer. Et il y a très peu de choses qui leur permettent de prendre cette conscience. Je vous donne un exemple. Nous, aujourd'hui, quand on intervient en classe de 5e et qu'on demande aux élèves avec quoi est fabriqué un jean, ils ne savent pas. Ils nous répondent du pétrole, du plastique, des coquillages, enfin, on a vraiment entendu tout et n'importe quoi, mais d'identifier le coton et d'identifier que le coton ne se fabrique pas en France, ça prend vraiment du temps. Donc concrètement, nous, comment est-ce qu'on agit? On développe des programmes pédagogiques en classe de 5e, où en fait concrètement on fait venir des artisans qui exercent des métiers manuels, donc des métiers autour du bois, du métal, du textile, qui vont animer des ateliers de pratique où ils vont faire fabriquer un objet aux jeunes sur le temps scolaire en lien avec une notion du programme scolaire. Donc, ça va être de fabriquer un nichoir en bois avec un menuisier à partir du bois, d'être initié à la céramique. Donc, le nichoir en bois, par contre, en lien avec le programme de géométrie, donc à travers des exercices de trigonométrie pour construire le toit. Ça va être de travailler la céramique avec une céramiste en lien avec le programme de chimie pour comprendre comment est-ce qu'on passe de l'état liquide à l'état solide. Et donc, chaque jeune va avoir un parcours de découverte de 6 métiers avec 6 artisans intervenants. Donc, ces artisans, ce sont des artisans locaux, parce que l'idée, c'est de permettre aux jeunes de prendre conscience de c'est quoi les ressources de mon territoire. Autant en Normandie, on va travailler très souvent sur le lin, autant en Bourgogne, on ne va pas vraiment travailler sur le lin parce qu'il n'y a pas de filière de lin, mais on va un peu plus travailler sur la céramique. Donc ces intervenants, ça va être à la fois des artisans indépendants. Donc là, on pense beaucoup aux artisans, notamment aux artisans d'art, qui sont souvent en structure individuelle. Mais on va travailler aussi avec les entreprises du territoire, qui peuvent être des entreprises du bâtiment
une entreprise de menuiserie. On travaille beaucoup avec Vinci aussi, qui a des filiales partout sur le territoire et qui nous mettent à disposition des intervenants. Et on va vraiment, pour refaire le lien avec la thématique de la table ronde, on va vraiment créer du lien avec les matériaux locaux ou pas et les sensibiliser à leur impact carbone. C'est-à-dire que là, dans les exemples, vous avez le ciment. Bon, on sait tous que le ciment, c'est pas très vertueux, mais par contre, dans cet atelier, les jeunes vont pouvoir comprendre à partir de quoi est fabriqué le ciment, quel est son impact, qu'est-ce que ça mobilise comme ressources, dont des ressources qui vont se raréfier, tout comme le coton ou le lin. Voilà. Merci beaucoup, Gabrielle. Donc, on a parlé de la relocalisation d'une filière, de la filière du chanvre, d'un matériau qu'on souhaiterait utiliser. Gabrielle a parlé de comment on sensibilise les plus jeunes et comment on revalorise aussi ces métiers manuels et comment on leur fait prendre conscience des matériaux qui nous entourent et comment ils sont fabriqués. Et donc, on va laisser la parole à Laure qui va nous parler du chantier d'insertion Terre de Femmes. Bonjour à toutes et tous. Donc, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous présenter le chantier ACI Terre de Femmes. C'est un chantier d'insertion qui a commencé en 2019 et qui avait pour objectif de former des femmes vers les métiers de l'éco-construction. Donc, sur une année, elles signaient un contrat de travail d'une année à hauteur de 26 heures et elles étaient formées soit à la peinture, en utilisant de la peinture naturelle, ou alors formées sur les métiers d'enduit en terre. Donc, l'objectif était de les accompagner vers une formation sur de l'enduit. Donc, c'était la terre et l'idée, c'était de pouvoir le mettre sur les murs pour créer une petite isolation et pour créer aussi un espace beaucoup plus sain et beaucoup plus joli. Par exemple, si vous voyez là sur la diapositive, là où il y a marqué Palais de la Femme, ça a été un enduit en terre qui a été mis en place, couleur rouge, mais il peut y avoir plein de couleurs différentes. Donc ça, c'est un projet, comme je vous disais, qui a commencé en 2019 et qui avait pour objectif vraiment d'accompagner ces femmes vers ces métiers-là, tout en les sensibilisant à la biodiversité, à tout ce qui est produit naturel. Ce qui s'est passé, c'est que lors du montage du projet, il y avait vraiment le souhait à Paris, en France, de partir sur ces métiers-là au sein de la construction et de la réhabilitation. Il est vrai qu'en 2024, on s'est rendu compte que c'était compliqué pour certaines salariées de continuer sur les métiers d'enduit en terre parce qu'il n'y a pas assez d'artisanes aujourd'hui, il n'y a pas assez de besoins aujourd'hui pour permettre à ces femmes de continuer vers les métiers d'enduiseuses. Donc, nous avons décidé de diversifier l'activité et de pouvoir permettre aux femmes d'être accompagnées sur d'autres types de métiers, et notamment les métiers du ménage et les métiers de la peinture, tout en gardant en file active l'objectif de les accompagner vers des métiers plus durables et de les accompagner avec des matériaux plus durables, puisque aujourd'hui, nous continuons à travailler sur de la peinture naturelle et avec des produits de ménage naturel. Donc, on utilise des produits courts. Tous les matériaux sont produits en France et sont livrés directement au palais, et des produits plus naturels. L'objectif vraiment de ce projet, c'est d'accompagner des femmes vers des métiers durables et c'est de les sensibiliser à tous les enjeux écologiques de demain et de pouvoir leur permettre d'avoir des solutions à toutes les problématiques auxquelles elles peuvent être confrontées tous les jours. Aujourd'hui, l'objectif de ce chantier, c'est de pouvoir continuer à accompagner ces femmes vers ces métiers-là. C'est de pouvoir faire connaître ce projet pour pouvoir sensibiliser le grand public à ces métiers-là. Et c'est de pouvoir trouver des mécènes, de pouvoir trouver des objectifs pour accompagner ces femmes. Et d'ailleurs, je tiens à remercier la Fondation Vinci qui nous a aidés en 2024 pour soutenir ce projet. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Et donc, vous recherchez aussi de potentiels chantiers qui vous ouvriraient la porte pour que ces femmes puissent travailler.
Merci beaucoup à toutes les trois. On va vous laisser la parole si vous avez des questions sur les différentes solutions qui vous ont été présentées. C'est l'occasion, c'est le moment d'en discuter avec nous et de poser à vos intervenantes toutes vos questions. C'était hyper clair. Bonjour, moi j'aurais une question pour ACI Terre de Femmes justement. Est-ce qu'on peut vous contacter pour vous proposer des chantiers on vous traite comme un sous-traitant ou pas? Ça marche comment? Alors effectivement, vous pouvez me contacter directement avec pour objectif de pouvoir travailler sur un futur chantier en peinture, mais aussi un enduit en terre. Aujourd'hui, on a un encadrant qui permet de former les salariés sur ces métiers-là. Et donc, on a un site, on a une page LinkedIn où vous pouvez nous contacter directement à ACI Terre de Femmes, ou alors vous pouvez aller directement sur le site de la Fondation de l'Armée du Salut, parce que c'est vrai que je vous ai pas dit, mais le chantier d'insertion ACI Terre de Femmes appartient à la Fondation de l'Armée du Salut et est basé au Palais de la Femme, qui est un centre d'hébergement se trouvant rue de Charonne. Donc sur tous ces volets-là, vous pouvez nous contacter pour travailler ensemble sur un futur chantier. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire justement comment vous identifiez ces métiers pour lesquels il y a des besoins ou pas, et finalement les chantiers, les espaces où les savoir-faire acquis pourront trouver leur place et donner, j'imagine, des perspectives professionnelles durables à ces personnes accompagnées? Alors, pour les objectifs, pour trouver les métiers, ce qu'on fait, c'est qu'on fait on travaille avec Pôle emploi, on travaille avec toutes les structures pour connaître un petit peu les métiers en tension et pour pouvoir permettre d'accompagner les personnes qui sont éloignées d'emploi vers ces métiers-là sur une formation d'1 année. Pendant cette année, au sein du chantier d'insertion, elles sont soit en formation, soit sur des chantiers pour pratiquer, encadré par une personne qui est avec le groupe tout le temps et pour continuer à les former même sur chantier. Donc en fait, pour répondre à la question, il y a le premier objectif on vérifie quels sont les métiers en tension en France, quels sont les métiers sur lesquels on peut travailler, est-ce que ces métiers-là peuvent correspondre aux souhaits des salariés en insertion, et à ce moment-là, on y va. Et ensuite, sur l'année avec nous, elles sont soit en formation, soit elles pratiquent. Voilà. Bonjour, c'est une question pour De l'or dans les mains, c'est le nom de votre association. Je me souviens avec émotion de mes cours de MT et de l'intérêt en fait que cela avait d'apprendre effectivement tout ce que vous avez expliqué sur la matière en fait et l'utilisation de la matière. Vous avez expliqué en fait ce que vous faites avec la fondation. Est-ce qu'il y a réellement une prise de conscience au niveau national, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale? En gros, ma question, c'est comment passer à l'échelle supérieure sur des sujets comme ça qui sont véritablement importants? Nous, on travaille main dans la main avec les rectorats. On a l'agrément du ministère de l'Éducation nationale. On a quand même plus de 250 collèges sur liste d'attente. Donc, les enseignants ont envie de s'emparer de ces dispositifs parce qu'ils se rendent bien compte qu'en fait, aujourd'hui, l'apprentissage théorique a sa limite et ne correspond pas à l'ensemble des jeunes. L'éducation nationale nous reçoit, trouve ça très bien. Moi, j'ai été missionnée pendant 1 an par le gouvernement sur le plan métier d'art pour penser des politiques jeunesse. Mais il n'y a plus de sous dans l'État. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va se transformer en politique publique. En revanche, nous, on a vraiment pensé les choses pour passer à l'échelle. Je pense qu'on pourra arriver à toucher 20 000 jeunes par an, max, pas plus, sachant qu'il y a 800 000 collégiens par classe d'âge chaque année. En tout cas, on peut montrer que c'est possible, on peut montrer que ça peut se faire sans que ce soit forcément très, très cher et que ça s'intègre très facilement au dispositif éducatif. C'est-à-dire que nous, on a vraiment pensé les choses pour que ça devienne une politique publique et on a pensé les choses pour que ce ne soit pas une contrainte pour les enseignants, mais que ça vienne vraiment nourrir les cours qui se pensent au collège, donc notamment en lien à chaque fois avec des notions du programme scolaire et pour les faire travailler aussi sur l'orientation qui maintenant est une prérogative en classe de 5e. Voilà, après aujourd'hui, la société ne va pas dans ce sens-là. Je pense qu'on
Aujourd'hui, on fait quand même beaucoup de place à l'IA. On commence à se réveiller sur l'impact des écrans au sein de l'éducation nationale, mais on ne va pas faire machine arrière sur l'IA, on ne va pas faire machine arrière sur les écrans. Donc, moi, je suis assez confiant dans la mesure où je pense que nos plus grands alliés, ce sont les enseignants. Ils sont vraiment avec nous, ils adorent ce qu'on fait. Et il n'y a aucun collège qui s'est retiré du programme depuis la création de l'association. Voilà, après, cette année, on touche 5 000 jeunes, 5 000 jeunes, on est dans 9 académies. D'ici notre changement d'échelle, on pourra en toucher 20 000 par an. Bon, après, il y a un moment donné, on ne peut pas faire tout à la place de l'État. Mais l'école ne peut pas tout non plus, l'État ne peut pas tout non plus, donc c'est vraiment une question assez complexe. En tout cas, nous, on a pensé les choses pour que, en effet, les artisans indépendants qui interviennent sont rémunérés, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le programme a un coût. Mais de plus en plus, on mobilise des entreprises de savoir-faire. Donc ça peut être Vinci, Michelin, Point P, Cartier, Chanel, comme ça peut être des PME locales qui nous mettent à disposition leurs salariés d'entreprise pour pouvoir intervenir dans les collèges. Donc en fait, si on arrive à créer un mouvement d'ensemble là-dessus, bah, c'est bingo. En fait, on aura un programme qui coûte vraiment pas très très cher et qui peut être déployé partout en France. Donc moi, je pense que ça va plus être sur des solutions comme ça plutôt que d'attendre que l'État s'empare du dispositif pour le généraliser. Une question justement pour vous, parce que justement, je me posais la question du triptyque qui inclut les industriels et je voulais savoir comment vous faisiez aussi le lien avec des objectifs, par exemple, de réindustrialisation et en quoi ça pouvait aussi faire porter votre parole et votre plaidoyer, à quel point les tissus industriels peuvent être associés pour aussi montrer que ce travail sur les matériaux, sur la fabrication manuelle, ce sont des sujets importants et qui doivent être mis en discussion. Voilà. Alors, je pense qu'il faut... nous, on travaille vraiment... Enfin, je ne dirais pas qu'on travaille sur les politiques en lien avec la réindustrialisation parce qu'il faut faire attention. L'école, elle n'est pas faite pour répondre à un enjeu économique. Elle est là pour former et éclairer des futurs citoyens. Mais en revanche, moi, j'ai des responsables régionales sur chaque territoire où on est implanté qui développent un maillage territorial où elle met en concert des PME locales, des industriels et des artisans indépendants pour les faire rentrer dans les collèges. Et donc, chaque intervenant est accompagné pour concevoir un atelier qui est adaptable à un environnement scolaire, c'est-à-dire pas trop dangereux, pas des machines à faire venir des industries, etc. Et on y arrive. En tout cas, je dirais que chez les industriels, c'est dur de passer la porte parce qu'en fait, ils ont beaucoup plus de priorités que d'envoyer leurs salariés dans des écoles. Mais une fois qu'on a passé cette porte, il y a un engouement. Par exemple, on travaille avec Chanel, avec les couturières de Chanel. Bon, à première vue, ils vont vous dire non mais attendez, nous on a les Fashion Week, on a les défilés, on a les saisons. Enfin, en fait, on peut pas mobiliser des couturières comme ça. Et puis en fin de compte, quand on va pitcher aux couturières et qu'elles vont dans les collèges, alors je dis elles, pardon parce que ce sont beaucoup des femmes, et qu'elles vont dans des collèges et que là tout à coup, elles voient des étoiles des yeux dans les gamins quand elles parlent de leur métier et qu'elles disent qu'elles font elles traduisent en vêtements des dessins créés par des stylistes hyper connus, qu'elles peuvent faire des baskets pour Kim Kardashian. Enfin, tout ça, en fait, ça fait rêver les jeunes, mais ça fait aussi beaucoup de bien aux salariés. Et donc, en fait, il y a un enjeu de reconnaissance de ces salariés par les entreprises qui nous les envoient. Et ça prend. Et là, on commence tout juste à développer le mécénat de compétences, mais j'ai l'impression qu'on tient quelque chose et il y a un vrai engouement autour de ça, parce qu'en fait, on se rend compte aussi que si on a perdu beaucoup d'emplois, c'est en raison des délocalisations, mais c'est aussi en raison de notre politique du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrialisation, ça fait pas rêver les jeunes dans ces conditions de travail telles qu'on les a pensées et telles qu'elles sont issues du 19e siècle. Mais si on arrive à créer de l'engagement, à créer, je sais pas moi, du salariat, actionnariat, des choses comme ça, je pense qu'on peut redonner aussi goût aux jeunes pour aller dans ces filières. Et ça passe en effet par l'engagement des salariés et la reconnaissance de la valeur de leur travail. Très bien. Merci à tous de nous avoir entendus, d'avoir participé à
présentation de solutions. Je pense qu'on va pouvoir vous laisser déjeuner, mais je laisse Lucas, le maître de la cérémonie, vous y inviter. Et à très bientôt.